Cette émission vous est proposée par le Street Shop, premier smoke shop de France, J.I. Caméléon, banque de graines qui nous propose la crème de la génétique. Salut mes canailles, je me présente, je suis Mr Green. Comme t'as pu le remarquer, on change de rubrique. Dans Mythes et légendes, on va retracer les histoires cannabiques, parce que le chanvre est bourré d'anecdotes. Eh ouais ma gueule, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on bédave, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui quoi. Parce qu'avec 50 ans de prohibition, des lobbies trop proches du gouvernement, voire dans le gouvernement, on en a oublié toute notre histoire avec le chanvre. Aussi, on voulait tous vous remercier pour vos retours et vos messages. Franchement, ça nous a donné une force parce que cette deuxième saison dans notre villa à Barcelone, on a fourni beaucoup de travail pour en arriver là. À tous ceux qui nous ont demandé comment nous soutenir, c'est très simple. C'est la façon la plus pratique pour voir nos vidéos. Abonne-toi, active la cloche. Pour l'instant, c'est légal, donc profites-en pendant qu'il est là encore. Deuxième truc, tu peux aller sur notre site internet pour voir tous les épisodes et ceux qui ont été censurés de YouTube. Et troisième truc, les gars, allez sur J.I. Caméléon, c'est nos partenaires, c'est eux qui nous aident à développer la chaîne principalement. Et sur leur site, vous allez voir, il y a tout un tas de trucs incroyables. Il y a des t-shirts, il y a des stickers, il y a des graines, il y a même des sols vivants. Mais c'est le monde incroyable pour les growers, quoi. Pour ce premier épisode, on va commencer avec un mythe, avec une légende. Jack Herrera, a.k.a. Jack the Terror. On va commencer par un hommage qui lui a été fait, une strain. À la base de ce projet, c'est Ben Donkers. Beaucoup de gens le voient comme un philanthrope milliardaire, mais avant tout, c'était vraiment un bon ami de Jack Herrera. Millionnaire mais pro-chanvre, il a 3 sociétés très marquantes. Une première qui est dans l'industrie, la construction des bâtiments, tout à base de chanvre et tout écologique. La deuxième, que tous les stoners connaissent, c'est le musée du chanvre à Amsterdam. Parce que quand tu sors de coffee, très souvent tu te retrouves au musée à regarder des trucs de weed et comme ça, à faire « Ah, c'est joli ». Et sa troisième société, la plus marquante, c'est Sensi Seed, qui est une seed bank basée en Hollande depuis 1985. On peut la considérer comme l'une des premières banques de graines européennes. Tout le monde est obligé de connaître, quoi. Il n'y a pas plus emblématique dans le secteur du cannabis qu'une banque de graines Sensi Seed et Jack Herrera, un activiste. La première fois que j'ai entendu parler de Jack Herrera, c'était via la plante et c'était des buds qu'on m'avait montré. C'est seulement après que j'ai découvert l'activiste. Quelles sont les caractéristiques de la Jack? Pour 1994, c'est l'un des premiers hybrides à 50-50 dans l'effet des fleurs. C'est une plante qui a surpris plus d'un jardinier. Pourquoi? Parce qu'elle a un ratio fruits-feuilles hyper intéressant. Quand tu es là à la manucurer et à la récolter, bah tu passes pas des heures et des heures à effeuiller des petites feuilles de merde qui te rend fou, tout simplement. Et ça, c'est un critère qui est très recherché chez les jardiniers. Très recherché chez les jardiniers. C'est un critère très recherché chez les growers. Bah ouais, j'ai changé parce que j'arrivais pas à dire jardinier. En fait, son bouquet aromatique, il se développe une fois que tu as coupé la plante dans les bocaux, le curing, ce qu'on appelle travailler la fleur. Parce que sinon, quand tu la cultives, c'est pas une des plantes qui va vraiment lâcher des terpènes dans tous les sens. C'était une variété qui était là pour contrebalancer les afghanes. Parce que dans les années 90, les afghanes, c'était des plantes plus petites, plus rapides à faire, avec beaucoup de cristallisation. Tandis que les sativas, des fois, qu'il faut faire 180 jours de juste de floraison. Et les afghanes avaient vraiment un avantage que les growers et les jardiniers avaient envie d'avoir. C'était une variété qu'on retrouvait quasiment chez tous les breeders ou tous les mecs qui produisaient quelque chose. Franchement, dans les années 2000, de la Jack, tu pouvais en fumer...
Mais le truc qui a rendu vraiment connue la Jack Herer, en fait, elle a gagné 14 cups sur 10 ans. Sachant qu'à l'époque, les gars, des cups, il n'y en avait pas tous les mois. Ça voulait vraiment dire que la génétique, c'était du lourd. C'est une variété très puissante. En taux de THC, elle contient entre 18 et 20%. Mais malheureusement, très peu de CBD. Avec ses 10 semaines de floraison, pour l'époque, c'était rapide. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, les plantes, elles tournent entre 8, 9. Il y en a qui font 6, 7. Mais moi, je trouve que c'est vraiment trop court. C'est une plante à gros rendement. C'est vraiment une grosse productrice. Mais par contre, les gars, je vous dis direct un truc. Moi, dans Can I Kick It, Mr. Green, là, il vous donnera jamais des poids précis au mètre carré. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est des conneries, les mecs. Il y a trop de variantes, il y a trop de choses qui rentrent en jeu, tu vois. Moi, je peux pas te dire, fais ça et tu auras tant. Je peux même pas te dire, j'aurai pas assez de doigts. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il peut pas deviner la qualité de ton sol, la quantité d'eau, comment tu vas la faire pousser, si tu vas mettre des engrais pourris ou pas, si tu vas la tailler, l'exposition, la chaleur, bref, on sait pas. Elle a un patrimoine génétique exceptionnel pour l'époque. Parce que dedans, il y a 3 souches emblématiques. Un triple way. Une haze, une skunk, et pas n'importe quel skunk, c'est la Shiva Skunk de Sam the Skunkman, plus une Northern Light, aussi de chez Sam. Et pour ces terps, I don't speak English, I speak Terpenese. les terpènes, c'est les molécules aromatiques, c'est ce que tu sens et c'est ce qui te pique le nez quand tu ouvres le pochon. La plupart du temps, dans les Jack Herer, ce qu'on ressent, c'est les haze et la Northern Light. Ce sont les 2 traits dominants dans la Jack Herer. La skunk, on la sent beaucoup moins. C'est pas une insulte, les mecs, hein. Vraiment typé haze avec une odeur métallique un peu acidulée. Haze, c'est vraiment un style de plante. On en reparlera, on verra tout ça dans un autre épisode sur qu'est-ce que c'est la haze avec les Haze Brothers. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Eh ma gueule, là, je t'ai parlé des phénos que tu trouves principalement. Un peu générique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quel strain et dans n'importe quelle souche, il y a des phénos plus ou moins rares. Donc dans la jungle, tu trouves principalement des phénos tirés haze et la Northern Light. Mais il y a des phénos un peu plus rares. Et du coup, C'est le moment, Phénofinder. ou Strain Hunter, comme tu veux. En tout cas, c'est le moment où les gars ils vont commencer à chercher des phénos, quoi. Quels sont les phénos les plus rares et les phénos les plus recherchés? Toujours de Jack Herer, hein. Ça, on n'a toujours pas changé le sujet. Le meilleur moment pour tous les jardiniers. En tout cas, moi, c'est vraiment un de mes moments préférés. Le moment où il faut rechercher, trier un peu les phénos, il faut goûter, il faut sentir, il faut regarder. En vrai, on met plein de sens en éveil à ce moment-là. Et maintenant, les classiques validés par Mr. Green. Premièrement, t'as la banque Sensi Seed, c'est l'original, obligé de les mettre en avant. Il y avait la Jack the Ripper, qui pour moi était incroyable, de chez TGA, Subcool. Ils étaient totalement avant-gardistes, ils faisaient déjà des variétés en living soil, le gars il était à fond extraction, il kiffait le hash de dingue. Pour toutes les personnes qui ont fait du TGA, savent que c'est validé de fou. Et il y a aussi la Lemon Valley Kush de chez 207 Seeds. Eux, c'est des Californiens. Je crois que c'était il y a 5 ans, on les avait vus à Barcelone et ils nous avaient montré la Jack Herer. Moi, c'était une que j'ai préférée et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait plusieurs phénos dans les Jack Herer parce que pour moi, les Jack Herer, à la base, c'était quand même assez typé haze. Que souvent, les haze, tout sent très fort, mais au niveau du smoke test, le début est bon. Des fois, pour les meilleurs, tu retrouves vraiment le goût de son odeur qui s'en va très vite. Les terpènes de la haze doivent être très sensibles à la chaleur. C'est pour ça que dès que tu la consommes en combustion, ces terpènes partent très vite. Quand tu crées une variété, il y a toujours plusieurs traits qui s'expriment. Là, comme il y a 3 par an, comme je vous disais, tu as beaucoup d'expressions. Et quand on est des chercheurs de phéno, souvent, on cherche des graines avec beaucoup d'expressions. Un chercheur de phéno, il va vouloir le phéno rare, celle qui a les terpènes les plus improbables, celle qui a un côté des fois plus subtil ou plus fort. Et ça, on le retrouve plus facilement dans des plantes à spectre large que des plantes très bridées. Dans jet de vin, c'est 20 les mêmes, tout pareil. Quels sont les critères pour reconnaître ce phéno dit américain? Premièrement, il a un temps de floraison plus court que les autres phénotypes. Je vous disais que les phénotypes de Jack Herer fleurissaient entre 10 et 12 semaines. Et bien là, les gars, pour une fois, on a de la chance, c'est-à-dire que les phénos rares de Jack Herer, les phénos recherchés, c'est des phénos qui vont tirer sur du 8 semaines, voire 9 semaines maximum. Deuxièmement,
c'est une plante qui a une tendance plus indica. Un écart entre les nœuds beaucoup plus serrés, ce sont des plantes beaucoup plus tassées, beaucoup plus trapues, plus épaisses, qui souvent à la fin de la récolte s'écroulent beaucoup moins. Et la forme de ces fruits sont beaucoup plus rondes et elles possèdent des calices beaucoup plus pointus, style lancéolé, en forme de lance quoi, tu vois. Ça ressemble beaucoup plus à une balle de golf bien brillante, tu vois. Limite une petite boule à facettes en mode... Elle était tellement résineuse qu'elle a surpris plus d'un jardinier à l'époque. On peut la comparer tout à fait d'un point de vue cristallisation à des nouveaux hybrides aujourd'hui qu'on connaît. Vraiment, c'était une plante qui contenait énormément de trichome. Et niveau terps, elle est plus discrète, c'est-à-dire que le côté haze est inexistant, mais le côté skunk prend un peu plus le dessus. Maintenant, on va parler des seeds. Les seeds sont plutôt faciles à trouver. Déjà, c'est un des plus gros vendeurs de graines qui la propose et à des prix un peu chers mais corrects pour une souche emblématique. À peu près à 20 € la graine, surtout pour les féminisés. Les régulières sont un poil moins chères. C'est une plante plutôt facile à cultiver en intérieur, mais elle se révèle beaucoup plus compliquée à cultiver en extérieur. C'est une plante qui aime les climats méditerranéens. En gros, ça aime le chaud. Si t'es dans un endroit genre où il pleut, désolé les Bretons, où il fait pas très beau, désolé les Bretons. Généraux les bouseux. Je rigole. Mais c'est pas vraiment une variété qui est faite pour toi. Et maintenant, je vais te raconter quelques petites anecdotes sur ces phénotypes. C'était les phénotypes préférés de Jack Herer. Et c'est lui-même qui l'a décrit. Parce qu'avec son pote Ben Dronkers, le patron de Sensisid, on est dans les années 90, le gars, il appelle son pote qui est en Californie, il dit « Hey gros, t'es où? On a fait la variété en ton nom, viens la goûter, je t'envoie un jet. » Parce que le gars est millionnaire, hein, donc à mon avis, il a dû lui envoyer un jet. Et Jack Herer arrive à Amsterdam. Là, il lui propose tout un panel de weed. L'histoire assez drôle dedans, c'est qu'à ce qui paraît, les weeds étaient tellement fortes. Les hybrides à 22% cultivés en hydroponie à l'époque, je peux vous dire que ça les a surpris, les copains. Ils sont mis à goûter tous les phénotypes différents de cette variété. Et c'est à ce moment-là que Jack a dit... Jack a dit c'est fait l'argent, Jack a dit c'est fait l'euro. C'est ce phéno-là que je préfère. Et ce qui est mortel, c'est que c'est ce phénotype-là de Jack Herer qui a été sélectionné pour le cannabis médical. Oui, la Jack Herer fut une des premières variétés médicales. Le gouvernement néerlandais a dit feu vert, c'est médical. Et ça, c'était dans les années 90. Hein. Parce que en France, en 2020, t'as du paracétamol ou du Doliprane. En gros, si tu consommes du cannabis médical aux Pays-Bas et que tu tombes sur de la Jack Herer, tu as ce phénotype-là. Ce phéno dit américain, il n'est pas du tout impossible à retrouver. Normalement, si tu achètes un paquet de 20 régulières ou de 10 femelles, tu devrais avoir une bonne expression de ce phéno. Bon mes canailles, après toutes ces informations, j'espère que je vous ai aidé à un peu mieux comprendre qu'est-ce que c'était de la Jack Herer. Et puis surtout, si vous en êtes à la recherche, j'espère vous avoir un peu aiguillé sur les travers de la Jack. Et après ce moment botanique, on va essayer de comprendre qui est Jack Herer. They've outlawed the natural, and I say we've got to take it back by standing together. Make it a million march next year. Make it 2 million. Activiste, écrivain. On sait qu'il a fait un petit peu de prison. Je vous en dis pas plus, on va commencer par le départ. Le gars, il est né le 18 juin 1939. Il vient d'une famille religieuse de confession juive. Il fait partie de la jeunesse patriote républicaine américaine. La jeunesse républicaine, les gars. C'est pas pisse, hein. Lui-même le disait, quand il était jeune, il détestait les mouvements hippies, il détestait tout ce qui était flower powers, il détestait tout ce qui était révolutionnaire. Il avait peur de la weed et il aimait pas ça parce qu'il voyait ça comme de la sous-culture afro-américaine. Donc si je résume, vous avez trouvé de la drogue et vous voulez que je vous aide à la vendre. Voilà. C'est exactement ça. Et pourquoi vous avez pensé à moi exactement ? C'est quand même pas parce que je suis noire. C'est le début, il est pas ouf. Mais la suite va être mieux. Et le pire, c'est qu'il dira même qu'à l'époque, il avait peur de la marijuana à cause d'un film qui s'appelait Reefer Madness.
show me. You're crazy. Take it easy, kid. Les Américains, quand ils créent un film de propagande pour diaboliser quelque chose, ils y vont pas de main morte. Hein. Tu le voyais partout. Il dit que ses parents lui ont montré plusieurs fois, qu'à l'école, il le regardait plusieurs fois. Et ça va tellement loin qu'à l'école, ils avaient des pancartes avec marqué Reefer Madness et un espèce de dealer qui les regarde de travers, tu sais, qui genre il te veut du mal, tu vois. C'est un film de propagande américaine qui a été fait dans les années 30. Aucune pédagogie, rien. Il est juste rempli de clichés, de stéréotypes. Si tu cherches des informations scientifiques ou médicales, c'est pas le bon film. Et là, je sais ce que tu te dis. Ouais, c'est dans les années 30, un journaliste, il pouvait dire n'importe quoi. Et en 2020, on fait toujours pareil. Voilà la nouvelle campagne de sensibilisation française. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu plus de couleurs, c'est un peu mieux tourné, ça fait un peu plus 2020. Hein. Aujourd'hui, ce que les gens demandent, c'est des données scientifiques, des données médicales pour qu'on puisse avancer sur les choses. On va revenir sur Jake Herrer. Le truc qui va vraiment marquer son adolescence, c'est la perte de son père qui va mourir subitement d'une crise cardiaque. Et ça va changer beaucoup de choses. Il arrête l'école, il tombe dans la drogue, il commence à fumer des joints, il tombe dans l'héroïne. Le seul truc qui était vrai là-dedans, c'est qu'il arrête vraiment l'école et s'engage à l'armée. Et il part même faire la guerre de Corée. Il part pas du tout en couille, le mec. Enfin, ça dépend de quel côté tu te situes quand même. Hein. Donc déjà, le gars, il est dans l'armée, mais en plus, il devient officier et police militaire. Qui est le tordu qui a dit ça? Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort? C'est personne, hein? À son retour des États-Unis, son patriotisme est encore plus fort. Le gars, il revient de la guerre et crois-moi bien, il est chaud de fou. Pas du tout en mode back to the land. Hein. Il est en mode ouais, la guerre, c'est top. Cette fois-ci, la guerre, il va la soutenir de chez lui. Son programme, c'est maison, femme, enfant. Là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, mais attends, là, tu te fous de ma gueule. On parle de qui? D'une légende ou on n'est pas sur une légende? American Dream, il va pas durer très longtemps. Le vrai Jack Herrer va bientôt se réveiller, les gars. Premier truc, il divorce de sa femme et commence à se poser des questions sérieuses sur la société américaine. Et c'est bien fait. Ouais, c'est-à-dire que le mec aussi, il a dû voir quelques dingueries en faisant la guerre et tout ça. Hein. Part quand même de la guerre. Hein. Nous voilà dans les années 70 et là il rencontre une nouvelle meuf qui est un peu plus ouf que les autres. Elle lui demande mais Jack, t'as déjà fumé un ouinge? Bah bien sûr que non. Elle trouve ça assez ouf qu'il ait jamais fumé de la weed. Elle en discute avec lui, elle le convainc un jour d'aller un peu un truc initiatique où ils sont tous là à fumer des ouinges, à écouter de la musique, à planer, à kiffer et tout. Et là le truc qui se passe c'est que bah putain de révélation quoi. Et vraiment il se dit mais c'est quoi ce truc, c'est pas du tout aussi diabolique que ce que je le pense. Les sensations, tout, je kiffe la vibes et tout, je suis là, tac tac. Déjà qu'il se posait des questions sur ce que le gouvernement lui disait, toutes ses doctrines et tout ça, et là il se dit faut en remettre encore plus de choses en question les gars. Le Jack Herrer qu'on aime commence à naître. My name is Jack Herrer from an organization called Hemp. En 1973, donc 3 années se sont passées et pendant ces 3 ans, qu'est-ce qu'il a fait le bougre? Il est rentré dans une communauté un peu hippie, il a fumé des ouinges, il a rencontré des gens, il a un kiff avec un pote, Al Emmanuel qui est un peu son homme de l'ombre, c'est d'écrire une BD. Cette petite bande dessinée, elle te montrait comment te procurer de la weed, comment reconnaître un bon dealer, comment reconnaître une bonne weed. Le livre s'appelait Grass, Great Revolution American Standard System. En gros, faut tout changer, bordel de merde. Cette petite bande dessinée qu'il a vendue à plus de 35 000 exemplaires, mon gars.
35 000 exemplaires. Juste du bouche à oreille, dans les années 70. Sans Facebook, sans Instagram, sans Twitter. Il est devenu une icône dans le monde du cannabis. Enfin, en tout cas vers chez lui, parce qu'il n'est pas encore connu mondialement là. Et le truc qui est dingue, c'est que tout le monde le voit comme un spécialiste et que lui-même disait que s'il passait dans un jardin à côté d'une plante, il était incapable de la reconnaître parce qu'il n'en avait jamais vu. Mais il avait déjà compris que les fleurs sèches, ça avait un potentiel incroyable. Il s'était donné à 100% pour une cause qu'il ne connaissait pas encore à 100%. Le fait que lui-même ne soit pas vraiment un spécialiste, c'était quelque chose qui lui posait problème. Lui, son but, c'est vraiment de devenir le spécialiste que tout le monde croit qu'il est. Et il va faire une nouvelle rencontre avec Ed Hader. Mais il était plutôt connu sous le nom de Captain Head. C'était un des premiers qui a créé un smoke shop. À l'époque où il vendait des bangs, il vendait plein de trucs. Il avait un peu le premier street shop de LA. D'ailleurs, un gros big up au Street Shop qui nous aide pour cette émission. Va checker, ils ont des super trucs. Et c'est avec son pote Captain Head qui va commencer à vraiment découvrir qu'est-ce que c'est le chanvre d'un point de vue large. Au-delà de la fumette, il se rend compte que le chanvre a un vrai potentiel et est une plante incroyable. Il n'y a pas que les fleurs sèches. Waouh! Truc de ouf! Bon, il tapait pas encore sur Internet, mais il se rend compte aussi que l'être humain, depuis la nuit des temps, a toujours utilisé le chanvre pour développer sa société. Il découvre qu'on peut faire du papier avec du chanvre, des cordages avec du chanvre. Un bateau, à l'époque, il était composé de 70 à 80% de chanvre et il se rend compte que le chanvre est une vraie alternative à une industrie pétrochimique qui pollue et qui détruit la nature depuis des années. Et ça, les gars, il le dit depuis milieu 70, début 80. Il commence à élargir ses horizons sur le chanvre, à se renseigner sur les alternatives écologiques, sur le potentiel que le chanvre a d'un point de vue commercial. Il se rend compte qu'elle a un énorme potentiel médical et ça depuis la nuit des temps. Maintenant, le combat, c'est plus que la légalisation, c'est le chanvre. Il décide de faire appel à plusieurs associations. Une très connue comme le NORMS, et il les invita à joindre leurs forces, tu vois, pour essayer de changer le monde et de se dire, voilà, on légalise la weed, mais aussi on essaye de faire un truc cool. Il a une vision très vite écologique. Il veut essayer de sauver cette planète via le chanvre et même créer une économie et une production industrielle basée sur le chanvre afin qu'on arrête de polluer cette planète et qu'on s'en sorte, bordel de merde. Mais malheureusement, aucune de ces associations vont répondre à son appel. À l'époque, leur but principal, c'était de faire sortir les personnes de prison qui étaient incriminées à cause du cannabis. Ils n'avaient pas du tout la même vision que Jack Herer. Comme il avait une grande gueule et une vision bien définie de la chose, il disait là les gars c'est comme ça et on y va, bah, il s'est très vite embrouillé un peu avec tout le monde. Tout le monde lui disait ferme ta gueule. Tu peux pas dire que le chanvre, ça va dépolluer la planète, résoudre des problèmes économiques. Ça l'a pas du tout arrêté, au contraire. Théma, toujours il s'assoit sur ce fauteuil-là, lui. On vous ramène un chat. C'est ce qui marche le mieux, normalement, sur YouTube. I need money. Captain Ed, Emmanuel et plein d'autres, on va pas tous les citer, puis je t'avoue qu'on les connaît pas tous non plus, quoi. En gros, ils vont se faire une promesse, ils vont se dire on va tout faire pour que le cannabis soit légalisé et que surtout que les mentalités évoluent sur cette substance, tu vois. Et arrêter d'être vu comme une drogue ou une contre-culture afro-américaine, voire même des fois cannibale. On verra sur des trucs, il y a des histoires de cannibalisme, les gars. Je sais pas, quand vous fumez un ouinge, vous avez envie de bouffer votre pote à côté. Moi, j'ai juste bouffé des double cheese. Hein. Je suis jamais allé plus loin. Ils se sont battus, ils se sont mobilisés. Ils ont fait des choses pour que ça avance. Voilà, je sais pas si ça te dit quelque chose. Ils ont quasiment tous vu la légalisation. Chose qui n'arrive pas à tout le monde. C'est obligé de me faire penser à Frenchy Cannoli qui a fait beaucoup pour la French Touch aux États-Unis et qui, lui, ne verra jamais la légalisation dans son pays. Jack, plus il travaillait sur le chanvre, plus il se rendait compte que le chanvre a vraiment aidé l'homme à se développer.
il se rend compte que tous les produits faits à base de bois peuvent être remplacés par le chanvre. Entre 1 hectare de forêt et 1 hectare de chanvre poussé, le chanvre produit 25% d'oxygène en plus. C'est un monstre pour dépolluer les sols, il adore les métaux lourds, il les absorbe, il les digère et c'est un nid à champignons. Et il commence à avoir une vision d'un monde où la colonne vertébrale serait le chanvre pour une civilisation beaucoup plus propre et beaucoup plus respectueuse de la nature que ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Il te parlait de réchauffement climatique dans les années 80 et il pointait du doigt tout ce qu'on voit aujourd'hui. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Et le truc qui était dingue, c'est que toutes les associations lui demandaient « T'appelais Jack, ferme ta gueule, ok ». Le gars gueule, le gars a un caractère de ouf, mais il dit pas que t'es connerie. Hein. Je veux pas vous parler directement de toutes ses recherches parce qu'il y en a tellement des folles et il a écrit un livre aussi qu'on va voir juste un petit peu après. Et je pense qu'il faudrait vraiment prendre un épisode spécial, le chanvre et ses opportunités de dépollution et son avenir d'un point de vue industriel. Parce que là, on parle d'un mythe de Jack Herer. Lui, c'est sa vision des choses. Peut-être qu'un jour, on en reviendra si ça vous intéresse. Dites-le nous en commentaire si ça vous intéresse. On verra ce qui est possible de faire et ce que Jack Herer a démontré. Et il n'y a pas que Jack Herer, il y a plein d'autres personnes qui ont travaillé sur le chanvre. Les gars, là, on est dans les années 80. Et dans les années 80, il y a un mauvais vent qui souffle sur le cannabis. C'est tolérance zéro, mais le problème, c'est que le gouvernement ne connaît rien sur le cannabis. Il y a une petite anecdote avec Jack Herer en 81. Jack et ses amis pour l'investiture du nouveau président américain. Bah tiens les gars, si on n'allait pas faire une petite manifestation devant un bureau fédéral. Mais le problème c'est qu'en 80 c'est Ronald Reagan et que lui, son projet c'est pas du tout de légaliser la weed. Hein. Are coming to the conclusion that marijuana, pot, grass, whatever you want to call it, is probably the most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Ils étaient une petite trentaine, t'as récolté des signatures, hein, tu vois, un truc un peu utopiste, un peu hippie, devant un immeuble. T'es là en train de manifester avec des pancartes. Je sais pas si chez eux, pareil, il y a de la merguez et tout. Ils font rien de mal, tu vois. Avant de prendre sa place en tant que président des États-Unis, il s'est dit, tiens, je vais me refaire une petite beauté, tac, tac, je vais aller chez le coiffeur. Le gars, il a envie d'être un peu beau gosse, un peu soigné, c'est quand même le président des États-Unis, mais il croise la manifestation de Jack Herer. Il arrive chez le coiffeur, et il est un peu saoulé et tout. Il dit, mais ils ont quoi ces Canadiens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils brandissaient des feuilles de weed et en fait, ils croyaient que c'était la feuille d'érable du Canada, tu vois. Sauf que ça n'avait rien à voir, tu vois. Mais bon, quand t'es un culte, comme disait Audiard... Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. T'as le coiffeur qui dit « Ah non, monsieur le président, c'est pas du tout des Canadiens, hein, c'est des pro-marijuana. » On a Reagan qui lui dit « Ça va pas se passer comme ça parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les pro-marijuana, ok, ils gagnent tout leur procès, ils gagnent tous leurs trucs parce qu'ils sont juste là à manifester. Ils revendiquent un droit qui est marqué dans la Constitution sur un papier de chanvre. » Passage. Comme lui, il est vénère, eh ben, il lui envoie des agents fédéraux. Mais c'est des méthodes de voyous. C'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Et qui leur met des amendes, et du coup, les gays, ils regardent les intitulés des amendes, et là, ils rigolent tous. Il a sorti une vieille loi des années 50 sur le sabordage. Donc, rien à voir avec la weed. C'est plus parce qu'ils étaient devant un bureau fédéral à essayer de manifester. Ils leur ont mis une amende de 5 $. Bon, c'est pas un truc de ouf, tout le monde décide de le payer. Sauf que t'as oublié qu'on parlait de Jack Herer. Le gars, c'est une tête de mule. Même si c'est 5 $, lui, il s'en bat les couilles. Il se dit, attends, elle est injuste, cette amende. Elle n'est pas du tout représentative de ce que l'on a fait. Ça fait des années qu'on a des procès, on a toujours gagné. J'ai rien fait de mal, je suis dans mon droit. Donc, il part en procès contre les États-Unis. Et là, pour la première fois, comme de par hasard avec le nouveau gouvernement, le gars, il perd. Et il essaye de passer en cour d'appel des États-Unis, mais la cour d'appel ne veut même pas entendre sa plainte. Il dit non, vas-y, va faire ta peine, nous casse pas les couilles avec tes histoires de weed. Le 14 juillet 1983, voilà que Jack part à la prison de Californie pour une durée d'un peu plus d'1 an. Il est parti en procès, il a perdu de la force et il se retrouve en prison. Pour une petite manifestation, 1 an de prison. Ok, il veut pas payer 5 $. Et là, il arrive en prison et il se rend compte qu'il y a un énorme décalage entre lui et ses co-détenus. Ils étaient là pour meurtre, viol, arnaque. Mais bizarrement, même dans une prison de ouf d'État américain,
Ces 1 an se sont plutôt bien passés. Il a passé beaucoup de temps encore à étudier. Les 1 an de prison ne l'ont pas du tout arrêté dans son travail et dans ses recherches. Il écrit. À sa sortie de prison, il commence à ranger un peu tout ça, à mettre un peu de l'ordre dans tous ses écrits. En 1985, il sort un livre qui va faire beaucoup de bruit, L'Empereur est nu. Et là, il fait mal parce qu'il dit un peu tout ce qu'il pense, quoi. Comme si c'était pas son style de dire ce qu'il pensait. Il est vendu à plus de 600 000 exemplaires, édité plus de 11 fois. Le machin, c'est vraiment un best-seller. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une revue scientifique tellement elle est précise. Il propose l'huile de chanvre comme alternative au carburant. Un biocarburant vraiment efficace. Après, il a certaines conditions. Un autre truc, c'est que le gars était taquin. À la fin de son livre, il avait mis une prime de 50 000 $ pour la personne qui lui prouvait qu'il avait tort. Je peux vous dire que ça a motivé plus d'un guignol. Lors d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a réussi à démontrer que ce que disait Jack Herer dans son livre était faux. Donc de 85 à 2000, il était sur tous les fronts, le gars. Il faisait toutes les manifestations, il était de partout. Et il s'est vraiment battu corps et âme pour que l'humanité puisse retrouver la relation si particulière qu'elle avait avec cette plante. Et tu vois, quand je prends ce livre-là, qui nous rappelle un peu l'histoire du chanvre en France, il remonte jusqu'à Louis XVI et il te raconte qu'à l'époque, il y avait même des lois pour que les gens fassent une petite parcelle de chanvre chez eux, pour qu'ils puissent s'habiller, pour qu'ils puissent se nourrir, pour plein de choses. L'huile de chanvre avec les graines est comestible. Les graines grillées comme celles des tournesols sont très bonnes en apéro. Elles sont même d'ailleurs 5 fois plus protéinées que la viande. On va pas parler de Marseille avec la canne-à-bière parce que voilà, c'est un truc de dingue. Marseille, tu venais en 1600 à Marseille. Marseille était entouré d'hectares de chanvre, tu vois. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Marseille, c'est toujours une dinguerie. Tu vois. Les gens, ils doivent se rappeler qu'à l'époque, il y avait toujours du chanvre. C'est pour ça que Marseille, c'est un microcosme bizarre là, pour la weed. J'ai commencé à faire mon malin, mais gentiment. Et je lui ai demandé, vous savez en quoi étaient les voiles ? Et il me répond, en nylon. Je dis, non, je parle pas d'il y a 20 ans ou 10 ans, mais de 1812. En quoi étaient les voiles ? Malheureusement, Jack Herer souffrira d'une crise cardiaque plus d'un AVC qui lui fera perdre la moitié de son corps. Tout le monde pensait qu'il reviendra jamais de tout ça. Mais comme je te dis depuis le début, c'est un gars extraordinaire. Avec une hémiplégie et la moitié du corps, il sait plus quoi faire. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il se renseigne tout seul, toujours. C'est pas son style d'aller aux urgences et faire s'il vous plaît, mettez-moi un cathéter et tout ça. Lui, il est plus médecine traditionnelle, médecine naturelle. Du coup, il va voir des chamans. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vas voir des chamans ? Tu kiffes. Bon, tu kiffes, mais pas tout le temps, parce que t'as des phases comme ça, quoi. Il a commencé à faire une cure de microdosage de champignons hallucinogènes. Nous, en Europe, on connaît pas vraiment tout ça, mais c'est une vraie médecine. Lui a réussi à retrouver pleine capacité de son corps, à retrouver une vie normale, à peu près. Il avait des séances avec les chamans, avec des champignons hallucinogènes et le microdosage. Dans ses grandes méditations, il avait des grandes compréhensions. Il a changé d'alimentation, il a perdu énormément de kilos. Il a vu qu'il avait beaucoup de choses qui dysfonctionnaient chez lui. Il sentait que c'était la fin de sa vie. Et du coup, pour les 10 dernières années, il est parti dans l'Oregon, où il a cultivé plein de plantes médicinales, où il a essayé de vivre en autonomie, chose qu'on peut voir aujourd'hui et c'est tout à fait à la mode, beaucoup de gens essayent de retrouver ça et c'est à ce moment-là le plus drôle qu'il a commencé à cultiver du cannabis. Un des plus grands activistes du cannabis a commencé à cultiver vraiment du cannabis pour lui et se faire plaisir et à connaître la plante à partir du moment où il s'est retrouvé un peu plus seul chez lui. Il a passé encore 10 ans dans sa ferme, mais sa 3e crise cardiaque l'a vraiment terminé. Il a fait un tel travail qu'aujourd'hui, il y a encore plein de variétés, il y a encore plein de marques, il y a plein de gens encore qui utilisent son savoir, son énergie, sa vision des choses. Donc quelque part, il vit toujours un peu. Plus de 12 ans après sa mort, en train de parler de lui, il en faire mon premier épisode. Et en tout cas, j'espère que cet épisode, il vous a fait kiffer. N'hésitez pas en commentaire à nous dire comment vous avez trouvé tout ça, quelle variété vous aimeriez voir, quel mythe ou quelle légende vous aimeriez qu'on aborde. Tout ça, ça peut être intéressant aussi d'échanger
un peu sur tout ça. Suivez-nous surtout sur Insta. Si vous voulez nous poser des questions en direct, ça va être plus là qu'on va te répondre de suite. Allez mon Jack, c'était un mythe et surtout une bête de légende. Merci à toi, merci à vous. J'espère que ça vous a fait kiffer. On se retrouve très vite. À plus.